Bon, eh bien écoutez, ça va être un dialogue entre Québec, Antananarivo et Paris, alors. C'est bien ça. Euh, alors, on va pouvoir discuter puisqu'on est entre nous. Est-ce que vous savez, Antananarivo, ce que c'est que cette petite bête? Non, on ne sait pas. C'est une mitochondrie. Alors, vous savez ce que c'est qu'une mitochondrie? Ça vous rappelle, des souvenirs maintenant, hein? Des souvenirs de première ou deuxième année de médecine, de la biologie. Ben, figurez-vous qu'au dernier congrès de l'ATS, l'American Thoracic Society, présent, il y a un sujet qui est à la mode et qui émerge. Et cette année, c'était la mitochondrie, vedette de l'ATS 2018. Alors pourquoi? Parce que vous savez que la mitochondrie, c'est un organite intracellulaire et qui a une particularité, c'est il a été adopté par nos cellules de mammifères. Il a été incorporé et puis donc c'est une petite machine qui a finalement été incorporée à nos cellules. C'est non seulement une petite machine, mais c'est une véritable usine, une usine énergétique qui est importante pour la respiration cellulaire. Ça produit de l'ATP, des radicaux libres, et donc ça a un effet de défense, et ça on le connaît depuis longtemps, et ça intervient en particulier dans la défense cellulaire, mais comme tout mécanisme de défense, ça peut être excessif ou inadapté, ou, les mitochondries interviennent dans ce qu'on appelle le stress oxydatif, et vous savez que c'est une agression finalement des cellules. On passe d'un mécanisme de défense à un mécanisme d'agression, et les mitochondries interviennent dans l'asthme, les BPCO, la fibrose, enfin toute une série de pathologies respiratoires. Et donc beaucoup d'équipes de recherche actuellement travaillent sur les mitochondries, travaillent sur les traitements antioxydants capables de réguler en quelque sorte l'activité des mitochondries. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a tous les ans un sujet d'actualité. Alors, l'actualité du jour, c'est finalement quels sont les grands courants de médecine à l'heure actuelle. Ça dépasse bien entendu la pneumologie, mais vous pourrez en parler avec vos collègues, pouvoir en parler. Alors, on peut résumer, si vous voulez, de façon très schématique de cette façon. Il y a 20 ans, ça a été l'apparition de la médecine fondée sur les preuves, ou ce qu'on appelle aussi l'evidence-based medicine, ou médecine basée sur les faits. C'est le terme qu'on utilise au Québec. Aujourd'hui, ce dont on parle le plus, c'est la médecine personnalisée, l'approche personnalisée pour répondre véritablement aux besoins des patients. Et puis, vraisemblablement que dans les 20 années qui viennent, c'est ce qu'on appelle la médecine évolutionnaire, c'est-à-dire une médecine qui intègre l'idée d'évolution. Et je vous parlerai de cela dans un instant. Alors, donc 3 niveaux: médecine fondée sur les preuves, médecine personnalisée, médecine évolutionnaire. Alors, la médecine fondée sur les preuves, on va y revenir, c'est un peu le socle qui a vraiment été bien établi il y a une vingtaine d'années, et maintenant c'est vraiment le socle de notre pyramide médicale. Vous avez à l'extrémité, ce qui est le plus pointu en quelque sorte, c'est la médecine personnalisée. On vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est véritablement la pointe de la pyramide. Et puis entre les deux, vous avez la médecine évolutionnaire, c'est-à-dire, en gros, comment passe-t-on d'une base, d'un socle, vers une médecine qui est réellement orientée vers le patient. Alors, on va d'abord aborder le socle, c'est-à-dire la médecine fondée sur les preuves. Vous savez que dans les années 60, donc on remonte plus loin, il y a maintenant 80 ans, les sciences médicales se sont développées, la biologie s'est développée considérablement, et puis on a voulu trouver par les connaissances biologiques, physiopathologiques, une explication et une résolution de nos problèmes cliniques. Et on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes. Par exemple, le diabète, on s'est aperçu on a découvert l'insuline,
on s'est aperçu que l'insuline permettait la survie des diabétiques graves, mais que par contre, ça ne les guérissait pas. Ce n'est pas parce qu'on donnait de l'insuline qu'on guérissait le diabète. Parce que même sous insuline, des patients continuaient de développer des complications. Alors, le grand livre de cette époque, et qui existe toujours, mais avec des éditions remaniées, ça a été le Harrison, le grand traité de médecine interne de Harrison. Et voici le Harrison des années 70. Et vous allez voir quelle évolution on a eue depuis ces années 70. Alors on peut partir d'une petite histoire clinique qui est la suivante. Un patient de 54 ans vient vous demander votre avis pour une hypertension artérielle. Et son bilan a montré une sténose de l'artère rénale. Or, une sténose de l'artère rénale, c'est reconnu comme l'origine d'hypertension artérielle. Son médecin fait référence au Harrison pour lui proposer une intervention, soit chirurgie ou angioplastie, parce que dans le Harrison, il est bien expliqué qu'une sténose expérimentale de l'artère rénale chez le chien engendre une hypertension artérielle, ça c'est connu depuis très longtemps, et si vous levez l'obstacle, eh bien c'est réversible, vous traitez l'hypertension artérielle. Donc, le médecin peut dire, si chez le chien, on peut supprimer un obstacle, on peut lever une hypertension artérielle en traitant la sténose de l'artère rénale, je propose aux patients une chirurgie de l'artère rénale. Alors, ça s'appelle ce qu'on appelle le modèle de Goldblatt. Vous voyez, c'est pas récent, c'est 1932. La reproduction expérimentale de l'hypertension artérielle chez le chien par restriction permanente partielle des artères rénales. C'est ce qu'on appelle l'hypertension rénovasculaire. Alors, on vient vous demander votre avis. Je vais dire que vous êtes pneumologue, mais c'est pas grave. Quelle est la validité de cette proposition ? Est-ce que je dois me faire opérer, moi, qui ai une hypertension avec une sténose de l'artère rénale ? Et est-ce qu'il n'y a pas des médicaments à côté qui sont capables de traiter cette hypertension ? Est-ce que je peux vous demander votre avis à Tananarive ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il ne faut pas opérer. Pourquoi ? Pourquoi il ne faut pas opérer ? On peut traiter médicalement. Ouais, mais vous êtes sûr que les médicaments, ça fait aussi bien que la chirurgie ? Alors vous allez me dire, vous n'êtes pas spécialiste, vous ne savez pas. Mais enfin, votre référence... La chirurgie peut entraîner des complications. Oui. Alors, vous n'avez... là, je vous pose une question un peu difficile parce que c'est dehors du champ de la pneumologie. Mais je peux vous donner la réponse. La réponse, vous savez qu'on la trouve dans les bases de données Cochrane. Vous connaissez les bases de données Cochrane ? Oui. Vous tapez Cochrane sur votre moteur de recherche et vous avez toute une série d'analyses bibliographiques sur des questions de ce genre. Et si vous tapez dans la base de données Cochrane hypertension artérielle, sténose de l'artère rénale, vous aurez la réponse. Alors, avec tout l'argumentaire. Et la conclusion de cet article, c'est qu'il n'y a pas de preuve de bonne qualité qu'une chirurgie comparée au traitement médical est utile chez ce type de patient. Autrement dit, le traitement médical fait aussi bien que la chirurgie. Donc, à partir de là, vous avez effectivement un argument pour dire nous allons commencer par un traitement médical et si ça n'est pas efficace, éventuellement dans un second temps, on discutera un traitement chirurgical. D'accord ? Ça, c'est une démarche de médecine basée sur les preuves. Alors, il y a d'autres questions qui sont posées. Par exemple, en épidémiologie, le premier essai randomisé streptomycine dans la tuberculose pulmonaire, c'est 1948. Alors, on a vu d'emblée, vous le savez, qu'avec la streptomycine, les malades, en particulier les méningites tuberculeuses, étaient transformés du jour au lendemain. Ça a été extraordinaire. On s'est aperçu assez rapidement aussi que la streptomycine seule, c'était bien, mais il y avait des rechutes parce qu'on utilisait des monothérapies et qu'on a découvert à cette occasion qu'une monothérapie n'était pas suffisante dans le traitement de la tuberculose. Bradford Hill avec Richard Doll
ont été les premiers à mettre en évidence dans les années 50 la relation cancer du poumon-cigarette. Donc il n'y a pas que pour les traitements, il y a aussi des études épidémiologiques sur lesquelles sont basés les niveaux de preuve. Alors, on en arrive à la médecine fondée sur les preuves, et je vous disais que ça faisait 20 ans, ça fait un peu plus, 92, le premier papier dans le JAMA, Evidence-Based Medicine, a New Approach to Teaching the Practice of Medicine. Ça a été vraiment le papier initial, avec le livre de Sackett qui a suivi. Sackett était à Harvard et a été en quelque sorte phagocyté par l'équipe de McMaster que Yves connaît bien certainement. McMaster avait un intérêt à cette époque-là, c'est que c'était le début de l'université, de la faculté de médecine de McMaster, et qu'ils ont décidé de véritablement mettre sur pied tout un programme à la fois d'enseignement et de recherche basé sur les données probantes. Alors, quelle est la définition de la médecine fondée sur les preuves? C'est l'utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse de la meilleure preuve pour décider des soins appropriés à un malade donné, c'est-à-dire qui associe l'expertise clinique individuelle et les preuves recueillies par une analyse de la littérature. Et ça revient finalement à vous poser deux questions en permanence, c'est sur quoi reposent mes connaissances, quelles sont les données probantes, les données scientifiques sur lesquelles reposent mes connaissances. Et la question subsidiaire, c'est si vous ne savez pas sur quoi reposent vos connaissances, comment pouvez-vous les faire évoluer? À partir du moment où vous savez sur quoi elles reposent, vous pouvez les faire évoluer, mais sans cela, c'est quasiment impossible. Alors, une décision clinique, ça doit reposer sur trois éléments, trois cercles concentriques. L'expérience, la littérature et le patient. L'expérience, c'est votre apport dans cette histoire. Votre expérience, c'est votre ancienneté, vos connaissances, comment les avez-vous fait évoluer, vous-même, et puis aussi, on le verra tout à l'heure, dans votre milieu. Comment avez-vous pu bénéficier de votre entourage, du milieu qui vous entoure. La littérature, c'est ce qu'on trouve dans la littérature. Ça revient à la médecine basée sur des données probantes. Et puis, il y a le patient. Le patient, c'est autre chose. Le patient, vous pouvez lui dire, vous savez, moi, des patients comme vous, j'en ai traité 20, 30, 50, 100. J'ai lu la littérature, et voilà ce que je vous propose. Et il peut vous dire, mais moi, c'est très bien ce que vous me proposez, mais moi, non, je refuse l'intervention chirurgicale, ou je refuse tel médicament parce que j'ai lu que ce médicament entraînait des troubles, etc. Je refuse. Donc, vous avez les trois éléments, vous avez votre expérience, vous avez la littérature, vous avez le patient. Certaines fois, votre expérience peut primer en disant, il n'y a pas grand-chose dans la littérature, mais moi, j'ai une bonne expérience de cela. Donc, vous pouvez être convaincant de ce fait-là. Vous pouvez dire, je n'ai pas l'expérience, mais dans la littérature, voilà ce qu'on dit. Dans l'hypertension rénovasculaire, il n'y a pas de supériorité du traitement médical par rapport à la chirurgie. Et puis, d'autres fois, vous pouvez avoir une bonne expérience, une bonne connaissance de la littérature, et le patient, lui, il n'est pas forcément adhérent à ce que vous lui proposez. Alors, ça revient à formuler une question à partir d'un problème. Quelle est la question ? Quel est le meilleur traitement pour l'hypertension rénovasculaire? À partir de là, on recherche les articles pertinents dans la littérature. Quel article choisir? Il faut évaluer la validité et l'intérêt de ces articles. Est-ce qu'ils influencent mon choix? Est-ce qu'ils correspondent? Est-ce qu'ils répondent à la question que je me suis posée? Et ensuite, il faut intégrer ces preuves dans la pratique. Voilà la démarche classique de l'analyse des articles. Où chercher les articles? Je vous ai parlé de la base de données Cochrane qui vous apporte des réponses à toute une série de questions. Je crois qu'il y en a 200 ou 250 questions pour lesquelles on trouve des réponses dans la base de données Cochrane. Un niveau en dessous, ce sont les revues systématiques sur une question. Et puis après, ce sont les méta-analyses,
les guides de pratique, etc., les études de cohorte, les études de cas. Et vous voyez que quand on arrive aux case reports, ce qu'on appelle les études de cas, le niveau de preuve est effectivement beaucoup plus mince, puisque c'est simplement à partir de 1 ou 2 ou 3 ou 4 patients, et c'est toujours difficile d'en tirer des données générales. Ce qui prime, c'est manifestement les données Cochrane, et je vous invite à vous y référer le plus souvent possible. Tapez Cochrane et vous allez voir ces données apparaître. C'est en anglais et également une bonne partie en français. Alors, il faut savoir tout de même que c'est bien beau ces analyses de la littérature, mais il y a tout de même quelques questions. Et quand on habite à Antananarivo, on a le droit, comme quand on habite à Québec ou à Paris, mais peut-être plus à Antananarivo, vous avez le droit de vous poser un certain nombre de questions. Est-ce que les essais sont représentatifs de ma population? C'est une étude qui a été faite à Québec ou à Paris ou à Copenhague. Oui, mais moi, mes patients, est-ce qu'ils correspondent véritablement à ma population? La deuxième chose, ça peut être, je pense par exemple à l'asthme, vous pouvez avoir un essai de traitement sur 3 mois qui montre la supériorité du traitement A par rapport au traitement B, au bout de 3 mois. Oui, mais au bout de 6 mois, c'est toujours valable le résultat? Et au bout de 6 ans, c'est toujours valable? Quand on a affaire à des traitements de longue durée, souvent on n'a pas la durée, le recul suffisant pour pouvoir dire, eh bien, c'est ce traitement le traitement de longue durée A est supérieur au traitement B. Il y a le problème des comorbidités, et ça c'est de plus en plus fréquent. Je n'ai pas affaire à un traitement qui est asthmatique, un patient qui est asthmatique, mais un patient qui est asthmatique, qui a en même temps une hypertension, qui a en même temps une insuffisance cardiaque, etc. Et ces comorbidités vont influer. Le troisième point, ça c'est extrêmement important, quand vous voyez les études, elles vous disent c'est statistiquement significatif. Le traitement A est supérieur au traitement B avec un petit p inférieur à 0,05. Oui, mais quelle est la signification clinique de ce petit p? Est-ce qu'il est significatif sur le plan clinique, sur le plan de la qualité de vie? Et c'est un traitement que vous me proposez qui est statistiquement significatif, mais un traitement qui coûte 10 fois plus cher. Quelle est la signification clinique de la supériorité de cet article? Enfin, ça c'est une question plus de méthodologie. Les revues systématiques, vous savez que c'est une analyse de toute une série d'articles pour essayer de répondre à une question. On poule l'ensemble des articles pour essayer d'en tirer une conclusion. Oui, mais est-ce que véritablement cette revue systématique a été faite avec l'ensemble des articles? Et on sait que parfois des articles sont manquants, notamment quand les résultats sont négatifs. Quand les résultats sont négatifs, c'est plus difficile à publier, ce n'est pas forcément dans des bonnes revues, et de ce fait-là, eh bien, les données on ne tient pas compte de ces données. Je vous invite à véritablement vous centrer sur ces 5 points, car ça me paraît important, quel que soit le lieu de notre exercice, et peut-être plus encore chez vous. Effets non représentatifs, traitement de longue durée, comorbidité, signification clinique par rapport à la signification statistique, et puis le dernier point qui est plus difficile, ce sont les articles manquants. Alors, ça, c'est vraiment la démarche que l'on a quand on épluche un article original. C'est aussi, chaque fois que j'ai un étudiant thésard dans mon bureau, eh bien, je lui pose tout de suite 4 questions. Il arrive en disant, écoutez, je voudrais faire ma thèse sur tel sujet. Je lui dis, écoutez, si vous voulez faire votre thèse sur tel sujet, il y a 4 questions qui importent. La première qu'on va vous poser, c'est pourquoi j'ai fait ce travail. Et c'est vrai dans un article original, ça vient dans l'introduction. Pourquoi j'ai fait ce travail? Si vous ne savez pas pourquoi vous faites ce travail, il est clair que vous avez peu de chances d'aboutir. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire quelle a été la démarche méthodologique pour ce travail? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Quels sont les résultats? Ça rentre dans la rubrique résultats de votre article. Et puis enfin, quatrièmement, c'est la discussion. Qu'est-ce qu'apporte mon travail par rapport aux données de la littérature qui existaient jusqu'ici? Donc, pourquoi j'ai fait ce travail?
qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce qu'apporte mon travail. Il faut que ces 4 rubriques soient bien différenciées et bien claires. Pourquoi j'ai fait ce travail, c'est aussi pourquoi je vais faire ce travail. Autrement dit, l'introduction, elle doit s'écrire avant d'avoir commencé le travail. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites un travail, pourquoi vous avez une démarche scientifique, il y a peu de chances que vous aboutissiez à un résultat. Ça va? C'est clair? Oui, très bien. Pas de Oui, questions? c'est Pas très de clair. questions? Non, nous n'avons pas jusqu'à maintenant. Ok, on y reviendra de toute façon. Alors, il y a toujours un petit problème, c'est que vous savez que vous avez les données de la littérature, les données factuelles de la littérature, puis vous avez d'autre part des recommandations publiées par des sociétés savantes. En pneumologie, par exemple, les recommandations de la SPLF. Alors, première question, est-ce que les données de la littérature correspondent à des recommandations? Ou plutôt les recommandations, excusez-moi, c'est plutôt l'inverse. Est-ce que les recommandations reposent sur des données de la littérature? La réponse est oui et non. Le plus souvent possible, bien sûr. Pour éditer des recommandations, il faut se baser sur des données de la littérature. Mais on n'a pas toujours les données de la littérature pour répondre aux questions. Et il y a des recommandations qui peuvent être fortes avec des données de la littérature faibles, et des recommandations faibles qui reposent sur des données fortes. Exemple de recommandations qui ne reposent pas sur des données de la littérature. Je vous ai mis ici la photo d'un parachutiste. La question peut être, dans les recommandations, est-il recommandé de se munir d'un parachute avant de sauter d'un avion? Vous allez me dire, c'est peut-être une recommandation forte. Je dis, ok, d'accord, c'est une recommandation forte, je vous demande d'analyser la littérature et de me donner des données de la littérature, notamment une étude randomisée. A, je fais sauter quelqu'un avec un parachute. B, je le fais sauter sans parachute. Je compte le nombre de morts et je démontre qu'il vaut mieux avoir un parachute. Je vous garantis qu'il n'y a aucune étude dans la littérature. Ou bien si vous êtes persuadé qu'il est nécessaire d'avoir une étude dans la littérature, eh bien dans la prochaine fois que vous passez par Paris, on fera l'étude et je vous mettrai dans le groupe des patients témoins qui vont sauter sans parachute et je vais voir si vous êtes toujours d'accord pour ne pas remettre en cause ce principe. Donc et dans la littérature médicale, il y a un certain nombre de recommandations fortes, par exemple sur l'intubation. On peut discuter certaines indications de l'intubation, mais en cas d'insuffisance respiratoire grave, on ne peut pas discuter l'intubation. Il n'y a jamais eu d'étude démontrant que certains actes reposent sur des données de la littérature. À l'inverse, vous pouvez avoir une étude de la littérature qui montre une puissance statistique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais qui ne va pas faire l'objet d'une recommandation parce que ce n'est pas une donnée de la littérature qui est adaptée à mes patients. Donc, méfions-nous des recommandations. Et puis, la deuxième chose, c'est que les données de la littérature sont-elles adaptées à mes patients? C'est une des données que vous devez toujours avoir à l'esprit. Alors, est-ce que les données sont adaptées à mes patients? Voilà un exemple d'une étude récente que j'ai vu passer dans l'American Journal récemment, dans les articles non encore publiés, qui montre que la réponse des asthmatiques aux bronchodilatateurs, en fait, varie beaucoup en fonction des populations. Vous avez ici, dans cette étude, j'essaie de promener la flèche que vous ne voyez pas, apparemment. Quand vous prenez différents gènes, vous voyez que les portoricains, les mexicains ou les afro-américains ne réagissent pas du tout, enfin n'ont pas les mêmes caractéristiques génétiques et de ce fait ne répondent pas de la même façon aux bronchodilatateurs. Ça pose question. Autrement dit, en fonction des caractéristiques ethniques, eh bien, vous n'avez pas forcément les mêmes réponses. Et eh bien, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
on peut démontrer qu'un traitement par bronchodilatateur, plus ou moins un traitement A ou un traitement A-B, est supérieur à un autre, mais si je n'ai pas les mêmes caractéristiques ethniques, est-ce que véritablement ces données sont utiles dans la population que j'ai à traiter? Voilà pour les données personnalisées. Les données probantes. Le deuxième point, c'est la médecine personnalisée. On en a déjà parlé, vous avez sans doute assisté à cet exposé. C'était Yves qui avait fait cet exposé l'année dernière, je crois. Médecine personnalisée, pourquoi en parle-t-on tant aujourd'hui? Parce que c'est du fait de l'évolution technologique. Il y a la génomique, dont on a de plus en plus de données, l'épigénomique, c'est-à-dire la traduction des gènes, la protéomique, c'est-à-dire les protéines qui sont issues de ces gènes, et puis il y a toutes les nanotechnologies qui permettent de mettre en évidence les caractéristiques génomiques, épigénomiques, la protéomique, diagnostic moléculaire, et puis l'imagerie qui participe, dont les progrès sont considérables. Et aujourd'hui, donc, on parle de la médecine personnalisée parce qu'on a toute une série de données qui nous permettent d'être plus précis dans nos traitements. C'est ce qu'on appelle la santé personnalisée, ce qu'on appelle également la médecine de précision, qui est axée sur la prédiction, la prévention, la participation. Et ces 4 P, personnalisé, prédictif, préventif et participatif, c'est ce qu'on appelle les 4 P, sur lesquels on va revenir. Et l'objectif, c'est d'accorder des soins adaptés aux besoins de chaque individu et adaptés aux besoins de la population. Ça peut se résumer de la façon suivante, c'est le bon traitement au bon patient au bon moment. Et c'est également vrai en santé publique où on parle de la bonne intervention sur la bonne population et au bon moment. Médecine 4P qui est préventive, prédictive, personnalisée, participative. Alors la question qui se pose, c'est très beau tout ça, mais comment adapter la médecine personnalisée aux différents contextes socio-culturels? Et ça, c'est une difficulté extrêmement importante. Médecine prédictive, c'est la détection de la prédisposition d'un individu pour cette maladie à l'aide de biomarqueurs. Et cette prédisposition, qui a des caractères génétiques, est évidemment différente d'une population à l'autre. Préventif, c'est la mise en place d'interventions précoces avant l'apparition de la maladie et avant un diagnostic classique. Personnalisé, c'est ce qu'on vient de voir, les traitements non plus génériques mais adaptés à chaque individu, voire adaptés à une sous-population présentant des caractéristiques d'homogénéité. La réponse au traitement dépend en effet des particularités génomiques. Une thérapie adaptée augmente l'efficacité, réduit les effets secondaires causés par une pharmacothérapie mal adaptée. Vous savez que dans différentes maladies, par exemple dans les médicaments antipaludéens, il y a des résistances qui apparaissent, mais qui apparaissent dans certaines populations et pas d'autres. Donc, il faut que les traitements soient de plus en plus adaptés aux populations, et c'est une question qui se pose partout. Par exemple, aux États-Unis, à l'heure actuelle, enfin en Amérique du Nord, il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'on fait des études génomiques sur des grandes populations, et certains sont en train de tirer la sonnette d'alarme en disant « Mais attendez, vous faites des études génomiques, mais sur quelle population? Est-ce que vous êtes sûr que toutes les minorités qui existent, les minorités des Caraïbes, minorités d'origine hispanique, etc., est-ce que sont vraiment représentées dans votre population que vous êtes en train d'étudier? Ça, c'est un réel problème. Alors évidemment, quand on est à Tananarive où quelqu'un est arrivé, là, je ne sais pas, c'est Conakry, non, qui est là? Oui, c'est Conakry. C'est Conakry. Est-ce qu'on est est-ce qu'à Conakry, on a les mêmes caractéristiques que la population nord-américaine ou la population parisienne? C'est une question qui se pose. Le 4e P, on va y revenir tout à l'heure, c'est le participatif, c'est-à-dire qu'on parle de plus en plus du patient partenaire pour lui permettre d'adopter des traitements qui répondent à ses particularités. Si le patient ne participe pas à sa thérapeutique, s'il n'est pas partenaire, eh bien il ne suivra pas son traitement. Et dans les maladies chroniques et en pneumologie, on est bien placé pour le savoir, les traitements asthmatiques, etc. Si le patient n'est pas partenaire, le traitement ne sera pas suivi. Et dans la tuberculose, on connaît ça depuis longtemps aussi. Alors,
si on peut se résumer, eh bien, c'est une espèce de pente que nous, médecins, et puis tous ceux qui tournent autour de la médecine, nous essayons de gravir avec notre petite voiture. On part des données factuelles, l'evidence-based medicine. On essaie d'établir des stratégies pour essayer d'atteindre le sommet sur lequel il y a le drapeau arrivé. On a bien sûr des facteurs prédictifs qu'on essaie de différencier. Et puis, quand on est presque en haut, qu'on regarde vers le bas, on se dit, finalement, ça n'a peut-être pas évolué comme je l'entendais. On a défini des stratégies, on s'est basé sur la littérature, on a défini des facteurs prédictifs, puis là, je suis presque arrivé au drapeau et je m'aperçois que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. C'est-à-dire que le profil évolutif n'a peut-être pas été tout à fait ce que j'attendais. Et ce profil évolutif, c'est ce qu'on appelle la médecine évolutionnaire, et certainement que dans les 20 années qui viennent, on sera de plus en plus confronté à cette analyse, où on regarde un peu avec recul tout ce qu'on a fait, tous les facteurs qu'on a mis en place, les stratégies, les facteurs prédictifs, etc., les données de la littérature sur lesquelles on s'est appuyé, et finalement, est-ce que les choses ont évolué bien dans le sens où on voulait? Alors cette médecine évolutionnaire, c'est la génétique, bien sûr, tous les caractères génétiques qu'on peut étudier, qui remettent en cause certaines données de la littérature, on vient de le voir dans l'asthme par exemple. Ce sont aussi les données culturelles qui influent sur notre façon de vivre et aussi nos pathologies, notre façon d'évoluer. Et puis c'est notre environnement, parce que notre environnement, il entraîne des maladies, il fait que, par exemple, quand on parle du réchauffement climatique, c'est sûr que c'est un facteur dont il faudra tenir compte dans les années qui viennent. C'est ce qu'on appelle la médecine évolutionnaire. Alors, tiens, ça ne veut plus avancer. Ok. Ça ne veut plus avancer. Ah, ça a sauté, excusez-moi. Ça vient. Ça va revenir. Je ne sais pas pourquoi ça a sauté. La conférence était trop énergisante. Voilà. Alors là, j'espère que ça va marcher. Là, ça s'affiche plus, hein. Vous voyez plus l'image. Non, il n'y a pas d'image du tout. On a le son, mais on n'a pas l'image. Vous avez le son, vous n'avez pas l'image. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu as un technicien qui n'est pas trop loin avec toi? Si, il est loin, justement.
Il est pas à côté. Et il faut, parce que je suis pas sur mon ordinateur, diaporama. Et Ah, voilà. c'est revenu, Étienne, Bon. c'est revenu. Oui, c'est revenu. Ok, très bien. Alors, je reviens Non, on à la a... médecine. Voilà, Ah, voilà, on voit. voilà, on voit. Vous voyez, d'accord. Oui. Alors, Oui. donc je reviens à cette histoire de médecine évolutionnaire parce que vous en entendrez beaucoup parler dans les années qui viennent. Le but de la médecine évolutionnaire, alors accrochez-vous un petit peu parce que c'est nouveau, c'est pas notre façon de penser habituelle, hein. Le but, c'est de mieux comprendre l'apparition des maladies pour mieux traiter et d'appliquer à la santé les principes de la théorie de l'évolution. Hein, vous avez entendu parler de Darwin, on va y revenir tout de suite. Et ça permet de répondre à certaines questions. Par exemple, pourquoi sommes-nous vulnérables à la maladie? Pourquoi sommes-nous vulnérables quand on habite à tel endroit, qu'on n'y est pas à tel autre endroit? Qu'est-ce qui fait qu'on est vulnérable à la maladie? Pourquoi développons-nous des problèmes de santé? Comment le corps humain a-t-il évolué? Quel rôle joue l'environnement? Et on va voir que c'est très important. Pourquoi l'évolution a-t-elle perfectionné certains organes tout en rendant d'autres fragiles ou vulnérables? Voilà toute une série de questions. Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, un petit exemple, et là, je vais vous dire que c'est un exemple qui me tient à cœur parce que j'ai raconté vraisemblablement pendant des années une grosse bêtise. Ce sont les effets respiratoires de la fumée liée au feu de bois. Hein. C'est un problème que vous connaissez bien en Afrique parce qu'on utilise, je pense, en Madagascar aussi, beaucoup les feux de bois pour la cuisine, n'est-ce pas? Et l'idée qui est répandue, que l'on voit partout et que moi je répétais toujours, je disais, le feu de bois, c'est catastrophique. Et je me souviens avoir vu une étude suédoise qui avait montré que si on passe une soirée devant une cheminée qui fume un petit peu, c'est à peu près l'équivalent de 3 cigarettes. Alors c'est satisfaisant parce qu'ils ont étudié tous les médiateurs par lavage alvéolaire, etc. Ils ont dit finalement, c'est à peu près pareil que de fumer 3 cigarettes. Donc, si on passe notre journée devant une cheminée qui ne fonctionne pas bien, voilà, c'est comme si on fume 3 cigarettes tous les soirs. Alors, a fortiori, si on est dans un univers où ça fume beaucoup. Hein, il y a des maisons, des maisons qui sont très peu aérées. Voilà. Et on sait par ailleurs, et ça c'est démontré, on sait que le feu de bois est générateur de BPCO. Je me souviens d'une très belle étude à Abidjan qui montrait que les femmes qui sont exposées à la fumée de feu de bois ont des BPCO alors qu'elles ne sont pas fumées de tabac. Eh bien, ça pose quand même question. C'est que nos ancêtres ont été certainement très très exposés à la fumée de feu de bois et beaucoup plus que nous. Je ne parle pas des pays dits tropicaux où ça a toujours été et on vit à la fois dedans et dehors, je dirais. Mais les pays du Nord, où les gens vivaient dans des grottes, dans des cavernes, etc., où ils faisaient du feu, il est clair qu'ils avaient une exposition extrêmement importante à la fumée de feu de bois. Eh bien, si c'était aussi mauvais qu'on peut le dire, eh bien, tous ces gens-là auraient dû mourir et peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas là pour en parler. Ou peut-être que nous, gens du Nord, on n'existerait pas et il n'y aurait que vous, gens du Sud. Donc, comment l'humanité a-t-elle survécu à des millénaires d'exposition au feu de bois? C'est pas si clair que ça. Donc vous voyez que ça pose question. Le tabac, c'est une autre affaire. Ça fait 500 ans qu'on est exposé. Il est clair que ça fait des dégâts. Est-ce que ça en fera encore dans 5000 ans? Ni vous ni moi ne seront là pour répondre à cette question. Alors Darwin, il a publié en 1859 son fameux livre sur la sélection, la sélection des espèces. Il a parlé d'une sélection naturelle, c'est-à-dire en disant, ben oui, il y a un processus d'évolution pour permettre une survie optimale dans un milieu donné. Hein, le combat pour la vie, struggle for life, c'est-à-dire ce sont les plus forts qui survivent. On va voir que ça se discute. La sélection naturelle favorise les formes les mieux adaptées
les variations anatomiques traduisent des réponses adaptatives à l'environnement. La différence entre l'esprit, alors ça c'est aussi une autre donnée, la différence entre l'esprit de l'homme et celui des animaux supérieurs est une différence de degré et non de nature. C'est ce qu'a dit Darwin. Hein? Entre le singe et nous, ou même des oiseaux et nous, eh ben, ça n'est qu'une question de degré, on est les plus évolués, mais ça n'est qu'une question de degré, il n'y a pas une rupture. Les plus forts survivent, et l'esprit de l'homme, ça n'est qu'une question de degré. Alors on sait que tout ça, il y a du vrai, mais Darwin, il faut bien voir que c'est 50 ans avant Mendel, c'est-à-dire 50 ans avant de commencer à percevoir les caractères génétiques. Or on sait aujourd'hui qu'il y a du vrai, bien sûr, chez Darwin, mais il n'y a pas que ça. Il y a des stratégies biologiques différentes selon l'âge. Par exemple, beaucoup de cancers de l'adulte sont dus à des gènes qui sont réactivés à l'âge adulte, alors qu'ils ont agi au moment de l'enfance. Pardon ? Oui. Et à l'ordinateur dont il va falloir que je fasse quelque chose. Dans ce cas, il faudra remonter peut-être dans le service informatique, parce que là, moi, je pars. Ok, très bien. Merci. Bonne soirée. Donc, il y a des différences en fonction de l'époque de la vie. Il y a des collaborations entre espèces, et maintenant on le sait. Il y a des espèces qui collaborent les unes avec les autres de manière à se développer. On n'agit pas forcément de façon combative en essayant de détruire son voisin. On peut collaborer. Il y a des coévolutions dynamiques. Ça a été démontré entre différentes espèces animales. Et puis il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire non seulement on a nos gènes, mais l'environnement, et on s'adapte de manière à mieux survivre. Et puis, le dernier point, c'est ce qui concerne la différence dans l'esprit de l'homme, différent de degré non de nature. Ça, aujourd'hui, dans les neurosciences, tout le monde est quasiment sûr pour dire que le langage, qui est le type même de notre adaptation et du développement de notre intelligence, le langage a fait toute la différence entre nous et les mammifères supérieurs, en particulier les singes. Eh bien, l'acquisition de langage repose sur des circuits très spécifiques au cerveau humain que le singe n'a pas. Donc, il y a eu un saut à un moment donné, et pas simplement une différence de degré. Cependant, c'est intéressant quand même de se référer à l'homme, et quand Pascal Pic, qui est un professeur au Collège de France tout près d'ici, il dit il faut regarder des espèces qui nous ressemblent comme les grands singes. Dans les parcs, ces animaux sont enfermés. À cause de cette captivité, ils ne sont pas stimulés. Et nous avons remarqué qu'ils développaient les mêmes pathologies que les personnes atteintes de maladies dégénératives, telles l'Alzheimer. Ceci nous a permis de comprendre qu'il s'agissait avant tout de maladies sociétales. La seule réponse médicamenteuse pour les soigner ne peut donc pas être adaptée. Donc on a quand même à apprendre des animaux, bien sûr. Pourquoi nos organes sont inégaux face au cancer ? Eh bien, la protection des organes contre les maladies devait être d'autant plus forte que ces derniers ont un rôle maximal. Et il y a certains organes, tels le cœur, tels le cerveau, ils ne sont pas atteints de cancer, vraisemblablement parce qu'on les protège en premier. Alors, ces inégalités, c'est lié à des facteurs internes, des cellules souches, des facteurs externes, le tabac, l'alcool, la pollution. Et puis, les organes sont des écosystèmes connectés entre eux avec des caractéristiques biotiques. Les cellules cancéreuses s'adaptent aux conditions locales. Le cerveau, par exemple, c'est le type même de l'organe qui a dû s'adapter à l'environnement. C'est pour ça que notre cerveau humain, eh bien, il a été confronté à des problèmes dus à son milieu naturel, et ces problèmes ont nécessité certainement un grand pas dans son évolution. C'est ce que dit cet article dans Nature, qui est tout à fait récent, que j'ai repris. Pour se nourrir dans la savane, où l'environnement change de façon saisonnière, et vous savez que la savane, celle que l'on connaît en Afrique, n'a pas toujours été celle-ci, que la savane est remontée, par exemple, jusqu'en Espagne et ailleurs. Pour se nourrir dans la savane, où l'environnement change de façon saisonnière, pour stocker l'eau, conserver ou transformer la nourriture, parvenir à la maîtrise du feu, l'homme n'a eu d'autre choix que de s'adapter et de trouver des solutions. Et dans cet article, on dit que finalement, notre évolution, l'évolution du cerveau humain,
c'est vraisemblablement 60% dû à l'environnement et 30% dû aux interactions sociales. Alors, il y a aussi d'autres exemples, les relations homme-microbe. Vous savez que vous avez assisté à la visioconférence il y a quelques mois de notre ami Tuan Dixuan qui a bien montré les relations entre hommes et microbes, hein, et notamment le microbiome intestinal le microbiote qui influe considérablement sur nos maladies. Et notre microbiote, il est fonction de notre environnement, de notre nourriture, de nos conditions de vie, etc. Hein, donc ça, on est obligé d'en tenir compte, y compris dans les maladies. Alors un exemple, je ne sais plus si Tuan avait donné cet exemple, mais la mutation delta F508 du gène CFTR, qui est à l'origine de la mucoviscidose, qui est la cause essentielle de la mucoviscidose en Europe et dans les populations caucasiennes, en Amérique du Nord par exemple. À l'état homozygote, cette mutation est responsable de la mucoviscidose. Mais pourquoi a-t-on cette mutation? Eh bien, c'était probablement pour nous permettre de lutter contre les diarrhées infectieuses à un moment donné, liées au choléra, la fièvre typhoïde, la tuberculose, voire éventuellement la tuberculose. Il y a une collaboration avec le microbiote intestinal. Et puis, eh bien, nous, dans les pays d'Europe du Nord, d'Amérique, eh bien, le choléra, la fièvre typhoïde, tout ça, ça a disparu. Et eh bien, cette mutation s'est retrouvée toute seule. Et on se retrouve avec des mucoviscidoses. Il y a un autre exemple aussi, c'est la lactase. La lactase, vous savez qu'il y a certaines populations. Est-ce que vous buvez du lait cru à Madagascar? Non. Non, vous n'avez pas l'habitude? Dans certaines régions, ça se pratique encore, mais en ville, non. Si je pose cette question, c'est que certaines populations, à Madagascar, je ne sais pas, mais certaines populations, par exemple en Asie, ne supportent pas le lait cru, ne peuvent pas le digérer parce qu'ils n'ont pas de lactase à l'état adulte. La lactase existe chez les enfants, mais pas chez l'adulte. Ça disparaît à l'âge adulte. En Europe, on peut boire du lait cru parce qu'on a la lactase qui persiste. Dans d'autres populations, ça ne persiste pas. Et donc, de ce fait-là, eh bien, vous ne pouvez pas supporter. Les maladies environnementales, les maladies allergiques, c'est clair qu'elles évoluent, et ça a été véritablement bien démontré avec les parasites. Vous avez des parasites qui disparaissent, et de ce fait-là, on est beaucoup plus exposé. On fabrique des IgE qui étaient faites pour lutter contre les parasites. On n'a plus ces parasites, eh bien, on fabrique des IgE pour un oui, pour un non. Dans la BPCO, on sait très bien qu'il y a eu une évolution de notre système respiratoire depuis le mammifère, depuis l'origine du mammifère, mais aussi avec des changements dans l'environnement, avec le feu de bois qui est apparu il y a 15 000 ans, puis la cigarette il y a 500 ans, les hormones, pour faire plaisir à Yves Tremblay, on sait aussi que les hormones, ça joue un rôle dans le développement et la tolérance. Et bon, je passe sur cette étude parce que... Et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a toute une filiation depuis, par exemple, les grands singes jusque chez nous, pour l'apparition de certaines mutations qui favorisent certaines maladies ou d'autres. Alors, tout cela, eh bien, pour réussir à analyser tout ça, essayer de voir clair à cette médecine évolutionnaire, eh bien, il faut des bases de données extrêmement sophistiquées. Fort heureusement, eh bien, on a aujourd'hui le recours à l'informatique. Et puis, on a également des sociétés comme Social Genetics, avec qui on est en contact actuellement, qui recensent toutes ces bases de données pour essayer d'en donner des données prédictives. Et puis, je voudrais terminer en donnant la conclusion que Violaine Lemay, qui est une amie qu'on connaît bien, qui est professeure titulaire de droit à Montréal, qui dit: nous assistons à une nouvelle façon de penser la santé, d'aborder la maladie, où non seulement les médecins sont appelés en renfort, mais aussi sont appelés tous les professionnels de santé, détenteurs du savoir utile à une résolution solidaire des problèmes. À l'heure actuelle, tous les maux de l'univers de la santé ne connaissent pas de solution, et devant eux, la collaboration interdisciplinaire est incontournable. C'était pour introduire ce mot interdisciplinaire. Ce n'est pas simplement l'affaire des médecins, c'est aussi l'affaire de toute la population, de toute la société. Voilà, je vous remercie
de votre attention. Et je vais revenir à la caméra. Alors, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aurais un commentaire à faire. Oui, je vais le faire vas-y, tout de suite parce que je vais devoir quitter. oui, Effectivement, tu conclus ton exposé d'une façon très intéressante, c'est-à-dire que tant la santé que les problèmes de santé que la maladie, le médecin peut pas tout régler et puis le patient non plus ne peut pas tout régler. Donc, on a besoin de collaboration, on a besoin de parler aux gens, puis on a besoin d'échanger des savoirs. Et je veux revenir à l'Evidence-Based Medicine parce que c'était aussi un des points forts de McMaster. C'est eux qui ont, je ne veux pas dire avoir été les premiers, mais en tout cas, ils sont parmi les premiers à avoir, dans la structure médicale, organisé des rencontres entre spécialités médicales. Et c'était un peu le début de l'interdisciplinarité, mais à l'intérieur de la médecine. Aujourd'hui, on déborde de ce cadre-là et oui, les médecins sont là, puis ils vont toujours être là, puis on a besoin d'eux, mais pour comprendre les bases de génomique, etc., tu as besoin de biologistes, tu as besoin de, à quelque part aussi peut-être d'anthropologues, etc. Donc, plus ça va aller, plus le tableau de la relation entre le soignant et le soigné va devenir de plus en plus hétérogène et tout ça pour mieux guérir, mieux comprendre, pour mieux traiter, pour mieux guérir. Tout à fait. C'est-à-dire, les progrès, ce que tu évoquais en premier lieu, les progrès de la génétique, c'est caractéristique. Par exemple, pour la mucoviscidose, on a isolé, il y a maintenant une quinzaine d'années au moins, le gène CFTR. C'est une mutation que l'on voit dans 90% des mucoviscidoses. Maintenant qu'on sait quelle est l'origine, quelle est la mutation qui est à l'origine de la mucoviscidose, on va traiter cette mutation, et puis on a résolu le problème de la mucoviscidose dans 90% des cas. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on n'a jamais pu traiter par thérapie génique un seul cas de mucoviscidose. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a tout un ensemble qui fait que c'est pas si simple que ça, la thérapie génique. Alors, oui, parce que dans le cas de la mucoviscidose, c'est parce que CFTR n'est pas exclusif au poumon. Vous l'avez dans l'épididyme aussi, vous l'avez un peu partout. Donc, tous les organes qui produisent des fils expriment CFTR. Et donc, c'est pas que les poumons. C'est horriblement complexe maintenant. Puis les maladies monogéniques, il n'y en a pratiquement plus. Non, mais oui, enfin, au moins, on pouvait se dire, on va essayer de traiter le poumon. Nous, on a beaucoup travaillé à un moment donné sur l'administration en aérosol de gènes CFTR, etc., encapsulés dans des liposomes. Enfin, c'était très sophistiqué. Efficacité, zéro. Alors que sur des cultures cellulaires, ça marchait très bien. Oui. Donc, c'est toujours plus compliqué. Alors on dit, oui, d'accord, on va se mettre en transdisciplinaire, on va faire venir des internistes, etc., etc. C'est déjà un gros progrès, mais c'est pas suffisant. Non, tout à fait. On ne peut plus travailler aujourd'hui simplement entre médecins ou simplement entre spécialistes ou simplement entre médecins. Il faut être beaucoup plus large. Exact. Je parlais tout à l'heure du cerveau. J'ai assisté pendant 3 mois à un cours sur le langage, précisément, au Collège de France, sur l'évolution du cerveau, et par un type qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui fait de l'imagerie fonctionnelle absolument extraordinaire. C'est bien beau de faire il a un PET scan absolument gigantesque, très bien. Mais c'est bien beau de faire de l'image, mais pourquoi fait-on de l'image et qu'est-ce qu'on en tire et quelle population, etc. Il travaille avec l'équipe de Chomsky aux États-Unis, qui était un linguiste de réputation mondiale, des psychologues, etc. Enfin, des gens de tout bord. Et puis dans cela, il y a les aveugles qui sont venus en disant « Mais attendez, le langage, nous, on a une particularité, c'est qu'on sait parler, mais on ne sait pas voir. Et le fait de ne pas voir, ça crée des problèmes.
on voudrait voir comment fonctionne notre cerveau. Donc, effectivement, ça a beaucoup apporté parce qu'on a des schémas dans la tête, on a une vision dans la tête, mais comment ça fonctionne quand on est aveugle de naissance, etc. Donc, c'est forcément pluridisciplinaire, on ne peut plus résoudre des problèmes tout seul. Exact. Et puis quand on aborde la médecine, même la médecine fondée sur les preuves, ce qu'on disait tout à l'heure, statistiquement c'est significatif. Oui, mais ça coûte une fortune. Là, tout le monde a le droit à la parole quand même. Pourquoi moi j'ai pas droit à ce traitement? Qu'est-ce que ça m'apporterait en plus? Et c'est une question que je suis sûr à Tananarive ou à Conakry, vous avez à vous poser régulièrement. N'est-ce pas? Oui, effectivement, oui. Et nous avons aussi une autre question, si vous voulez. Oui. Allez-y. Dans la partie où vous avez parlé de l'evidence-based medicine, vous avez dit qu'il faut bien distinguer les recommandations qui sont basées qui sont fondées sur la littérature. Et on aimerait bien savoir quels sont les critères de pertinence d'un article, parce que quand on fait la recherche, il y a plusieurs articles, il y a beaucoup de littérature. Et comment pourrait-on faire le tri, si on peut dire cela, afin de savoir les bonnes recommandations? Écoutez, oui, c'est une bonne question. Et il y a effectivement des critères de pertinence, et c'est ce qu'on appelle des grades. 1, 2, 3, 4. La première des choses, ça dépend de quel type d'article il s'agit. Est-ce que c'est une étude randomisée? Est-ce que c'est une revue systématique? Est-ce que c'est une étude de population? Ou est-ce que c'est un cas clinique? Donc ça, c'est le premier critère. Il y a toute une série de critères comme ça. Si vous voulez, demain, je vous enverrai à tout le monde la dernière classification, le dernier grading, et si je ne le fais pas, vous m'envoyez un mail pour me le demander. D'accord? D'accord. Vous avez une grille d'évaluation des articles de cette façon. OK? Merci. D'accord. Une question sur la médecine personnalisée. Vous avez parlé des 4 P, les 3 P, prédictive, préventive et personnalisée sont bien exprimés. Quant à la médecine participative, là, est-ce que ça joue un rôle très important? Je pense qu'il faut que le malade, effectivement, participe bien au traitement afin que ça réussisse. Est-ce que vous avez d'autres précisions là-dessus? La deuxième question concernant la médecine évolutionnaire, là. Vous avez, j'ai bien compris, quand vous avez donné des arguments sur la BPCO, sur la mucoviscidose, vous l'avez dit tout à l'heure, mais quand vous avez parlé des allergies, je me suis un peu perdu là. Merci, monsieur le Maillot. Okay. Écoutez, je suis allé un peu vite sur les allergies, mais je reviens à votre première question. La médecine, le 4e P, c'était ça, hein? C'est ça, oui. La médecine participative. Eh bien, là, je ne peux pas vous donner une grille précise. Enfin, je ne crois pas que ça existe, à moins que Yves... non. Hein? Il n'y a pas véritablement de grille comme pour le grading des articles. Il y a un grand principe, c'est qu'il faut que tout le monde participe. Et quand on dit tout le monde, c'est non seulement les médecins, les spécialistes, mais aussi toutes les catégories de la population. Aujourd'hui, on a besoin des médecins, on a besoin des juristes, on a besoin de la société civile, on a besoin des malades pour véritablement arriver à une médecine participative. Et ça, c'est vrai également dans une faculté de médecine. Nous, on le fait régulièrement, mais je sais qu'à Québec, à Montréal, c'est ce qu'on fait régulièrement. Quand on aborde un cours sur la crise d'asthme, vous savez, vous connaissez bien le problème, quand on explique aux étudiants qu'est-ce que c'est qu'une crise d'asthme, cette gêne respiratoire, etc., ils ont du mal à comprendre. Il suffit que vous demandiez à un malade de venir au cours, et puis qu'il explique aux étudiants, moi je suis asthmatique, je fais des crises d'asthme, je vais vous décrire ce que c'est qu'une crise d'asthme. Alors il va le dire avec ses mots, mais l'étudiant il va parfaitement comprendre.
Et après, vous pouvez expliquer, la crise d'asthme, c'est dû à ceci, cela, etc., il y a tel gène, etc. Mais si le malade explique ce que c'est qu'une crise d'asthme, hein, eh bien, certainement que l'étudiant comprendra beaucoup mieux. Vous comprenez? Ça, c'est la participation des malades. Mais tout le monde doit participer, toute la société doit être impliquée. Oui, il y a des gens ici à l'Université Laval qui se sont intéressés un peu à ça. Tu te souviens, Étienne, de la présentation de Joyce et puis d'Anne-Marie. Puis, ce que je pourrais peut-être dire, c'est que le participatif tient compte de tient compte de l'expérience du patient face à sa maladie. Comment la vit-il? Est-ce que dans telle et telle situation, c'est différent, etc. Donc, c'est le savoir expérientiel du malade dans sa maladie. C'est cette composante-là que sous-entend le participatif. Oui. Oui. Alors, l'autre question, c'était à propos de... Ah oui, déjà les... Oui. Alors, je peux citer un exemple qui m'avait frappé. Vous savez, je me souviens, vous êtes allés certainement, vous tous à peu près, aux réunions de l'ERS, l'European Respiratory Society. Hein? Et je me souviens, avant les années 90, quand il existait encore les pays communistes, quand il y avait je me souviens très bien d'une séance où il y avait une séance consacrée à l'épidémiologie de l'asthme en Europe. Et alors, la France, l'Allemagne, tous les pays avaient présenté leurs statistiques. On a entre 5 et 10% d'asthmatiques qui ont telle caractéristique, etc. Et je me souviens très bien du présentateur d'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Est existait à cette époque, qui dit « Chez nous, il n'y a pratiquement pas d'asthme. Il n'y a pas d'asthme. » Tout le monde est resté très poli dans la salle, pas de commentaires en disant « En Allemagne de l'Est, il n'y a pas d'asthme. Ok, très bien. » on passe à un autre sujet, certainement que c'est de l'idéologie politique, etc. Et quand le mur de Berlin est tombé, que l'Allemagne de l'Est a ouvert ses frontières, la première chose qu'ont fait nos collègues pneumologues d'Allemagne de l'Ouest, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'Est, notamment en matière d'asthme. Et ils se sont dit, ça va être épouvantable ce qu'on va trouver. C'est une population qui est beaucoup plus agricole, beaucoup plus retardée qu'à l'Ouest, il y a des problèmes de pollution, etc. L'asthme, ça va être un problème énorme. Et, aux surprises, quand ils sont arrivés à l'Est, eh bien, ils n'ont pas trouvé des problèmes d'asthme aussi importants qu'à l'Ouest. Alors, ils ont cherché des caractères et il y a eu plusieurs publications qui ont été faites après. Et en particulier, c'est là qu'est apparue une des théories sur l'asthme, qui est une théorie hygiéniste, c'est-à-dire qu'à l'Est, en Allemagne de l'Est, ils étaient exposés à toute une série, notamment du fait que c'était des populations agricoles, à toute une série d'antigènes dès la petite enfance et qui finalement les protégeaient contre l'asthme à l'âge adulte. Et ça a été démontré ensuite du fait des différentes caractéristiques géniques chez ces populations. Ça a été démontré scientifiquement. Alors qu'à l'Ouest, c'était beaucoup plus hygiénique et les enfants n'étaient pas exposés à tout cela et développaient de l'asthme à l'âge adulte. De la même façon, on a montré cette histoire paradoxale, c'est que les enfants qui dorment avec des chats, ça a été montré en Europe, qui dorment avec des chats dès la naissance, eh bien, ils ne sont pas allergiques aux chats. Alors que s'ils sont exposés aux poils de chat vers l'âge de 2 ou 3 ans, là, ils ont des gros problèmes. Donc, vous voyez, la médecine évolutionnaire et l'allergie, eh bien, c'est comme ça qu'on explique un certain nombre de choses. Merci, monsieur le Marie. Voilà. Alors, merci. Je crois que cette médecine évolutionnaire, je pense que je n'ai pas d'idée précise sur des travaux à faire, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez à l'esprit dans vos pays, dans tous les pays. Mais je suis sûr que c'est une question qu'on doit se poser quand on est dans des pays où on n'a pas les données scientifiques, dans lesquelles on repose dans lesquelles les données scientifiques n'ont pas été faites chez vous.
Vous comprenez? Oui. Est-ce que ces données sont bien adaptées à nos pays? Est-ce qu'il n'y a pas une évolution différente dans nos pays par rapport aux autres, etc., qui explique certaines choses, notamment la prévalence de certaines maladies. Pardon? Je crois qu'on a le même modèle d'évolution que vous dites là, c'est pareil. Plus on est protégé contre l'infection, plus l'asthme apparaît. Oui, oui. En Afrique, il y a des différences considérables entre différents pays hein, dans la prévalence de l'asthme. Mais l'exposition au feu de bois, ça c'est une idée que je retiens. C'est certainement compliqué, mais c'est intéressant parce que vous avez des populations qui sont très exposées à la fumée. Et dire qu'ils développent des PCO, oui, ok, sûrement. On va dire que que le feu de bois n'est pas toxique, mais c'est peut-être un peu plus complexe que ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une question à Conakry? Non? Ça m'intéresse. Voilà, eh bien, écoutez, on va peut-être s'en tenir là, et puis on se retrouvera au mois de début octobre. Hein, je ne sais plus quelle date, mais je vous remettrai ça. Hein.